Allez, nous allons commencer. Bonjour à tous. Je vous informe dès le départ, la réunion sera enregistrée, donc nous lançons immédiatement l'enregistrement. Les accidents du travail, ce qu'il faut retenir sera notre sujet du jour. Aujourd'hui seront présents avec moi plusieurs experts. Alors, le docteur Marie Guyot, médecin du travail responsable du service SST. Bonjour. Frédéric Jacquet, qui sera notre expert législation santé. Bonjour. Et Philippe Carbone, oui, pardon, responsable de la prévention des risques professionnels. Bonjour. Alors, vous avez l'habitude maintenant, comme nos autres webinaires, ce sera un temps d'une petite vidéo au départ qui sera suivi d'un temps d'échange. Et c'est pourquoi je vous invite à poser toutes vos questions sur le fil de discussion que vous avez avec le petit bouton conversation en haut. Allez, nous lançons dès maintenant la courte vidéo. Si vous êtes victime d'un accident de travail, toutes vos dépenses liées à vos soins sont prises en charge à 100% par la MSA. Il en est de même si l'accident survient alors que vous vous rendez depuis votre domicile jusqu'à votre lieu de travail. On parle alors d'accident de trajet. Alors docteur, je vais en avoir encore pour combien de temps? Je vais vous arrêter encore 4 semaines. Et si vous êtes arrêté à la suite de votre accident de travail, pour compenser vos pertes de revenus, vous percevrez des indemnités journalières. Et cela, que vous soyez salarié ou non salarié agricole. Ouf, mon dos! Et comme mieux vaut prévenir que guérir, sachez que les équipes de santé et sécurité au travail de la MSA peuvent vous aider à trouver les meilleures solutions pour préserver votre santé au travail. Alors ce nouveau système? Ah, c'est vraiment formidable! Ça nous soulage énormément! Enfin, si vous avez un accident dans votre vie privée, vous n'avez pas besoin de le déclarer à votre MSA, sauf en cas d'arrêt de travail. En revanche, si l'accident est causé par un tiers, c'est sa responsabilité qui est engagée, alors signalez-le. Bref, vous l'aurez compris, en cas d'accident, la MSA est là pour vous aider. Allez, c'est bon, j'espère que vous me voyez. Voilà. Bonjour, le docteur Véronique Delany-Chalasson nous a rejoint, qui est médecin conseil-chef. Bonjour à tous. Voilà, et donc vous serez là pour répondre également aux questions de nos interlocuteurs aujourd'hui. Alors, nous allons commencer en attendant vos questions. Alors, il faut déclarer un accident de travail. Pourquoi, finalement, faut-il faire cette démarche? Alors, il faut faire cette démarche parce que quand un accident du travail survient, il peut y avoir des conséquences, des soins, éventuellement des séquelles. Et pour qu'elles soient correctement prises en charge, on a besoin de la déclaration pour prendre en charge les patients au titre de l'accident du travail. Ça va nous permettre d'enclencher tout le processus de soins, éventuellement d'arrêt de travail quand il y en a, et d'estimation des séquelles ou des rechutes. D'accord, très bien. Alors, il faut préciser que vous avez un rôle de conseiller, finalement, même par rapport aux éventuels, pour prévenir d'éventuels autres accidents. Oui, tout à fait. Quand nous avons connaissance d'un accident du travail, nous prenons souvent contact avec les conseillers en prévention des risques professionnels parce que l'idée est d'évaluer les éléments qui ont permis de causer cet accident du travail et d'aider l'employeur à les supprimer. Et donc, nous intervenons avec les conseillers en prévention des risques professionnels représentés par Philippe Carbone. Absolument. Donc, sur les deux caisses, que ce soit Midi-Pyrénées Nord ou Midi-Pyrénées Sud, on dispose effectivement dans nos services d'une équipe de plusieurs préventeurs qui maillent l'ensemble du territoire et qui, effectivement, à la demande, interviennent dans les entreprises pour essayer de réfléchir effectivement avec l'employeur, de l'accompagner dans les solutions qui pourraient permettre de répondre au mieux à éviter justement soit le risque de nouveaux accidents, s'il y a déjà un accident qui s'est fait, soit justement dans le cas de la prévention primaire, justement éviter toute forme d'accident préalable.
D'accord, très bien, merci beaucoup. Alors, passons à un aspect plus pratico-pratique. Au niveau de la déclaration, est-ce que déjà il y a un délai à respecter? Oui, tout à fait. Donc, l'employeur, dès qu'il a connaissance de l'accident de son salarié, a 48 heures pour faire sa déclaration auprès de la MSA. Donc, ce délai doit être respecté dans la mesure du possible, même si l'employeur n'a pas toutes les circonstances, n'a pas connaissance de toutes les circonstances de l'accident, il se doit de nous envoyer une déclaration d'accident du travail. D'accord. De la même façon, je suppose qu'il y a des fiches, des pièces qui sont indispensables au dossier? Ah oui, dans un premier temps, il y a deux pièces principales, donc la déclaration d'accident du travail elle-même. Oui. Et ça, c'est en direction de la MSA. Et la deuxième pièce indispensable, c'est pour le salarié. L'employeur doit lui délivrer ce qu'on appelle une feuille d'accident du travail. D'accord. Alors, il y a des documents qu'on peut vous mettre. Alors, on vous mettra par la suite. On me dit que ça ne fonctionne pas pour l'instant, mais on vous mettra le visuel si vous avez besoin. Dans le fil de discussion, on vous le mettra après la réunion. Une question est arrivée, comment gérer une rechute, c'est-à-dire lorsqu'un nouvel arrêt intervient juste après une reprise? Comment le gérer au niveau administratif? S'il y a un nouvel arrêt qui est lié à une rechute, c'est déjà le médecin qui prend en charge au niveau du soin le salarié qui va faire une déclaration de rechute et donc où le motif de l'arrêt va être à nouveau pour un accident du travail. On peut parler à ce moment-là, alors il y a plusieurs intervenants à ce niveau-là, il y a le contrôle, vous et nous. Ça peut être l'occasion de dire que quand il y a un arrêt pour accident du travail, quelle que soit sa durée, la visite de reprise est indispensable. Donc, l'employeur doit nous faire par les voies habituelles, en demandant à nos assistantes, que ce soit pour MPN ou pour MPS, une demande de visite de reprise. Mais après, ces déclarations d'accident, de rechute sont envoyées au contrôle médical, je pense. Alors, il y a deux situations. Il y a l'accident de travail qui n'a pas été clôturé, donc ni guéri ni consolidé. Il existe donc encore, il est encore vivant en quelque sorte auprès du service santé. Donc, dans ce cas-là, le contrôle médical prend en charge alors c'est une déclaration de rechute, mais c'est en fait un certificat médical. Il est juste coché différemment, il est coché rechute. Si donc cet accident de travail n'a pas été fermé, le contrôle médical, si c'est justifié et légitime, le prend en compte comme s'il n'y avait pas eu d'interruption d'arrêt. Donc, nous sommes en lien avec les services santé et c'est pris en charge de la même manière que les autres certificats maladie. Si l'accident de travail a été clôturé par le service santé, soit une consolidation, soit une guérison, à ce moment-là, le certificat médical que nous recevons pour demande de rechute fait l'objet d'une étude à la fois auprès du service santé et du service médical pour valider une éventuelle réouverture de l'accident de travail. D'accord, très bien, merci. On a une autre question. Doit-on attendre impérativement la visite de reprise ou le salarié peut-il reprendre le travail sans faire la visite? Alors ça, c'est moi qui réponds à cette question. Alors c'est exactement comme pour un arrêt maladie. Si l'employeur l'estime faisable, le salarié peut reprendre le travail dans la mesure où la visite de reprise va avoir lieu dans les 8 jours calendaires et non pas ouvrés après la reprise du travail. Car nous avons beaucoup de problèmes avec les visites. Alors, c'est quelque chose qui devrait s'arranger petit à petit. Voilà. Nous avons récemment recruté de nouveaux infirmiers et médecins et donc les délais pour les visites médicales devraient se raccourcir. Enfin, je parle en ce qui concerne MPS. Et pour MPN, je n'ai pas la réponse. Alors, Frédéric, on revient sur le délai. Quel est le délai pour l'employeur pour établir la déclaration AT? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, c'est ce que je disais en commençant, c'est-à-dire le délai légal est de 48 heures.
Mais bon, il faut savoir que pour démarrer une instruction d'un dossier AT, on attend 2 documents en définitive. On attend le certificat médical et la déclaration d'accident du travail. Donc, si on a le certificat médical sans la déclaration d'accident du travail, on ne pourra pas commencer l'instruction et les délais pour étudier ce dossier ne courent pas. Et inversement, si on a la déclaration d'accident du travail sans le certificat médical, c'est pareil, on ne peut pas commencer l'instruction du dossier. Donc, c'est à la réception du 2e document, que ce soit le certificat médical ou la déclaration d'accident du travail, que l'on va pouvoir commencer à instruire le dossier. Et donc, on a 2 délais qui démarrent. Un premier délai d'1 mois. Donc, c'est le délai d'instruction, le premier délai d'instruction. Et si il nous manque des éléments pour pouvoir statuer et donner un accord ou un refus pour cet accident du travail, on va déclencher un délai complémentaire de 2 mois. Ce qui fait qu'une instruction a un délai de 1 mois ou de 3 mois, si on a déclenché le délai supplémentaire. D'accord. Et alors, on nous demande que faire si le salarié ne déclare pas justement son accident à son employeur ou le déclare qu'après 48 heures. Il faut, dès qu'il en a connaissance, il faut que l'employeur fasse la déclaration. Les 48 heures, est-ce qu'il s'agit de jours ouvrés ou de jours calendaires? C'est des jours ouvrés. D'accord. Alors, voyons, ici, nous avons une nouvelle question. Nous aussi, nous avons des soucis avec les visites. Je veux dire que les visites médicales basiques doivent-elles avoir lieu chaque année, ces visites médicales classiques? Les visites de médecine du travail, non, ce n'est pas chaque année. En fonction du type de suivi, ça va être tous les 5 ans pour un suivi simple. Et quand il y a des risques, comme par exemple la conduite d'engin, le travail en hauteur ou les pesticides, les visites sont rapprochées à tous les 2 ans. Donc, il y a eu une réforme il y a quelques années déjà. Et donc, il n'y a plus de visites annuelles maintenant. Quand il y a hospitalisation, on nous signale qu'il n'y a pas d'arrêt de travail qui est fourni. Oui, c'est un souci. Les hospitalisations génèrent des problèmes au niveau des certificats médicaux. Et donc, c'est vrai que c'est un problème. Et quelle est la position alors à tenir dans ces cas-là? On essaye d'obtenir les éléments à tout prix. Oui. Disons que l'idéal, ce serait d'avoir un certificat qui vienne accompagner la déclaration, d'une manière ou d'une autre, même s'il y a hospitalisation. Mais on sait que les médecins sont débordés, à l'hôpital comme en libéral, et on se débrouille avec le service santé pour obtenir les renseignements et les documents et faire valoir les droits de l'assuré, mais ça peut prendre un petit peu plus de temps. D'accord, très bien. Alors, quelqu'un revient sur les visites médicales basiques, les classiques en tout cas. Est-ce à la demande de l'employeur? Comment s'organise-t-elle? Alors, si on parle des visites de reprise du travail après un arrêt pour accident du travail, oui, c'est à la demande de l'employeur. L'employeur doit nous faire une demande de visite de reprise du travail. L'employeur de tout à l'heure nous précise en fait que s'il n'y a pas, en cas d'hospitalisation, s'il n'y a pas de justificatif, donc la personne n'est pas payée pendant tant qu'on n'a pas les éléments. Une fois qu'on a les éléments, il faut préciser aussi qu'il y a un système on peut demander au contrôle médical si l'arrêt peut être pris en charge en maladie en attendant l'instruction du dossier. Oui, mais il nous faudra quand même un certificat. Bien sûr, bien sûr. L'idéal, ce serait d'avoir un certificat dans tous les cas. D'accord. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Pour l'instant,
On n'en a pas. Vous pouvez continuer. Philippe, peut-être je vais revenir sur la petite vidéo de tout à l'heure où on nous disait que le service SST peut intervenir comme ça sur les entreprises pour préserver la santé des salariés. Dans quel cas, finalement, vous intervenez Oui, les cas sont multiples, hein. Mais pour revenir à la question de la déclaration des accidents du travail, l'intérêt aussi d'avoir ces déclarations qui nous sont adressées par le service accidents du travail, ça nous permet aussi à nous de pouvoir essayer d'identifier quels sont les secteurs d'activité, les filières, les postes, les entreprises sur lesquelles il peut y avoir peut-être un petit peu plus d'accidents. Certaines filières, on le sait, sont accidentogènes du fait même de l'activité professionnelle. Et donc, pour nous, de mieux cibler aussi nos actions d'information, d'aller vers. Et voilà, donc là aussi, il y a un véritable intérêt à vraiment bien déclarer l'accident du travail et la nature de l'accident, de façon à ce qu'après, on puisse effectivement avoir des actions bien ciblées, des actions de prévention. Alors, y a-t-il une différence de prise en charge des salaires entre arrêt de travail pour accident et arrêt de travail classique, je dirais? Alors, bon, l'étude pour des indemnités journalières maladie est différente de celle pour des indemnités journalières TMP. On va se baser pour des IJ maladie sur les 3 mois de salaire brut qui précèdent le début de l'arrêt. Alors que pour un arrêt en accident du travail ou en maladie professionnelle, mais bon, en accident du travail, ça va être le mois qui précède le début de l'arrêt. Et il peut y avoir des cas de reconstitution, par exemple, si l'accident survient dans le mois de l'embauche, par exemple, quelqu'un est embauché un 1er novembre et a son accident un 15 novembre, on va reconstituer le salaire qu'il aurait perçu s'il avait été en accident sur le mois de décembre, par exemple. Donc, on prend en compte le mois qui précède et c'est un salaire brut. Merci. Avez-vous d'autres questions? Profitez-en. On a du monde. Peut-être vous avez quelque chose à rajouter l'un ou l'autre en attendant. Sur l'attestation, alors j'avais commencé par parler des 2 documents qui au départ étaient importants. Donc c'était la feuille d'accident du travail et la déclaration d'accident du travail. On a un peu abordé un autre document qui est important, c'est la date de reprise. Donc qui est lié aussi à la visite de reprise. Donc c'est très important de nous adresser à la fin de l'arrêt de travail du salarié, cette date de reprise du travail. Peut-être aussi pour illustrer tout à l'heure ce que je disais par rapport aux filières. Oui. Donc là, par exemple, cette année, on a ciblé deux secteurs. Alors un secteur, tout ce qui est entretien des paysages, espaces verts, où effectivement, qui est un secteur où il y a beaucoup d'accidents du travail ou aussi des maladies professionnelles, même si on est un petit peu en dehors du sujet à la TMS, mais enfin, où donc du coup, on a fait des journées de sensibilisation sur la présentation justement de nouveaux matériels pour justement prévenir le risque d'accident. Alors, on ne peut pas citer les matériels parce que la liste serait longue. Voilà. Par contre, ce qu'on peut aussi évoquer, c'est le fait qu'il existe des dispositifs aussi financiers pour aider aussi les employeurs de main-d'œuvre à investir justement dans du matériel adapté justement à la prévention des risques professionnels. Et là, on va mener le 29 novembre une journée de sensibilisation au risque routier, puisque chez les jeunes, justement, alors là, on n'est pas sur une filière, mais plutôt sur une catégorie d'âge où les jeunes sont victimes beaucoup d'accidents de la route dans l'exercice de leurs fonctions, soit dans le cas effectivement des trajets domicile-travail, comme on l'a vu dans le petit film, soit dans le cadre de leur exercice professionnel, et où donc on va organiser toute une journée de sensibilisation au risque routier et des conduites à tenir justement par rapport à ça. Et tout ce travail-là se fait en étroite collaboration avec les professionnels de santé du domaine de la SST, puisque ce qui est important aussi d'évoquer, c'est ce qu'évoquait justement Marie tout à l'heure, c'est qu'on travaille en étroite collaboration sur l'approche à la fois santé et prévention au niveau de notre domaine.
Donc, c'est très intéressant. Le 29 novembre? Le 29 novembre, au lycée Adriana, dans le 65. Voilà, d'accord. Alors là, c'est plutôt réservé aux jeunes étudiants du lycée et de leur maître d'apprentissage. Voilà, c'est ciblé, mais ça va toucher donc ce public-là. D'accord. Alors, les questions sont arrivées. Quelqu'un nous parlait du délai de carence. Alors, en cas d'accident de travail, c'est bien ça, il n'y a pas de délai de carence. Il n'y a pas de délai de carence. Ce n'est pas comme pour un arrêt maladie où le délai de carence est de 3 jours. En AT ou même en MP, le délai, il n'y a pas de délai de carence. Parfait. Alors, ici, bonjour. Quelle marge de manœuvre pour l'employeur quand un salarié ne respecte pas le port d'un EPI et qu'il y a un accident, même léger? Exemple, mon port de gants et donc un pincement léger arrive. Et qui est-ce qui peut me renseigner? Alors, le salarié a l'obligation de porter ses EPI, mais l'employeur a l'obligation de faire respecter le port des EPI par les salariés. Et donc, s'il n'a pas su respecter cette obligation d'obliger le salarié à porter ses EPI, c'est lui qui est considéré comme responsable. Ensuite, sur les maladies professionnelles, à qui sont-elles attribuées? Est-ce que c'est le dernier employeur? Non. Non, ça peut remonter à l'employeur précédent. D'accord, donc il y a des enquêtes ou qu'est-ce qu'il détermine? Oui, on envoie des contrôleurs. Si accident pendant un trajet réalisé pour l'employeur en dehors des heures habituelles de travail, de façon exceptionnelle, a-t-on un document à fournir pour prouver que le salarié était bien mandaté en dehors de ses horaires habituels? Alors là, ce qu'on peut peut-être dire, c'est que lorsqu'il y a il peut y avoir des demandes d'enquête qui sont, Oui, tout à fait. qui sont sollicitées par différents services pour justement arriver à clarifier justement le contexte de l'accident. Et à ce moment-là, effectivement, il peut y avoir, les préventeurs peuvent aussi être sollicités pour arriver à étudier vraiment toutes les circonstances dans lesquelles l'accident est survenu. D'accord, merci Philippe. Bonjour, les accidents de travail font-ils l'objet d'enquêtes pour vos services lorsque l'employeur émet des réserves? Donc oui, c'est ce qu'on vient de voir. Il y a plusieurs enquêtes sont lancées. Oui, on sollicite des enquêtes pour établir, pour clarifier la situation et voir comment prendre en compte ces réserves. Lors de l'élaboration de la fiche de paye sur le TESA, la procédure de déclaration pour AT, y a-t-il des calculs à faire en tant qu'employeur à connaître? Je crois qu'il faut peut-être se rapprocher du service cotisation sur salaire pour ces questions relatives au TESA. Oui, c'est plus une question cotisation. Oui. Suite à un arrêt, accident de travail qui dure, comment définir que l'employé sera apte à reprendre son poste? Et s'il n'est pas apte, que va-t-il se passer? Quelles seront alors les procédures? Alors, suite à un arrêt qui dure, soit le salarié va demander directement de faire une visite de pré-reprise, soit c'est le service du contrôle médical qui, devant la durée de l'arrêt, va convoquer le salarié. Oui. Oui, en fait, il est rare que les assurés y pensent tout seuls. Donc, le plus souvent, c'est suite à une convocation dans le cadre du contrôle ou du suivi de l'arrêt de travail que le médecin conseil est amené à solliciter la médecine du travail avec l'accord de l'assuré et à demander, en fait, en quelque sorte, à la médecine du travail de prendre le relais sur les aspects peut-il reprendre le travail, quand, comment, faut-il aménager le poste? Est-ce qu'un temps partiel thérapeutique sera justifié? Et à ce titre-là, le médecin conseil commence déjà à positionner son propre avis pour que la médecine du travail puisse en tenir compte et faire des préconisations. Et lors de cette visite de pré-reprise, donc l'employeur n'est pas informé de la date de la visite médicale, mais si on s'aperçoit qu'il y a des préconisations à mettre en œuvre pour la reprise du travail, pour préparer l'entreprise au retour du salarié au travail,
on est en mesure, en accord avec le salarié, de prendre contact avec l'employeur pour prévoir toutes ces préconisations. Au sujet des EPI, on nous signale c'est vrai que quelquefois il est difficile de savoir en fonction de l'activité quelles sont les obligations. Est-ce qu'il existe un document qui liste justement toutes ces EPI? Alors nous, on est en mesure justement d'accompagner les employeurs avec le service de prévention des risques professionnels sur les EPI adaptés à leurs activités. Il faut qu'ils prennent contact avec nous. Comment peut-on justifier que c'est l'employé qui ne porte pas ces EPI alors que l'employeur a fait tout le nécessaire? Que préconisez-vous pour les obliger à respecter ces règles-là? Pour le prouver, souvent, c'est les avertissements qui sont nécessaires. Il faut une preuve écrite. Après, nous, on n'est pas dans le cadre de l'inspection du travail ici. Et donc, on ne va pas reprocher à un employeur de n'avoir pas réussi à faire porter les EPI. On va plutôt aider en recevant le salarié et en parlant avec l'employeur à trouver une solution pour que les EPI soient correctement portés. J'ai eu le cas d'un salarié retraité qui a travaillé pour un complément de revenu. Il a déclaré alors une maladie professionnelle au bout de quelques mois. Alors, cette maladie-là est reconnue. Elle peut l'être, puisque le statut d'être déjà à la retraite ne change rien à notre manière d'évaluer les dossiers. Mais après, chaque cas est particulier. Donc, pour ce cas-là, on ne peut pas répondre sans savoir la situation. Oui. Si le salarié a 2 employeurs et se fait mal chez l'un, comment ça se passe pour l'autre employeur? Alors, si la question porte sur les indemnités journalières, on va calculer l'indemnité journalière avec les salaires des 2 employeurs, puisqu'en fait, il est arrêté pour un accident qui a eu lieu chez un employeur, mais il ne peut pas travailler chez l'autre employeur. Donc, l'indemnité journalière tiendra compte des salaires chez les 2 employeurs, si c'est ça la question. En interrégime? Même en interrégime. Et après, l'autre employeur chez qui il n'y a pas eu d'accident n'est pas mis en cause dans l'accident de travail, bien sûr, évidemment. Bien sûr. C'est l'employeur qui est responsable lorsque le salarié ne respecte pas les consignes de porter les EPI. Cela implique que l'employeur doit être présent sur tous les chantiers. Comment puis-je être sur tous les chantiers, chez tous les clients en même temps? C'est impossible, on est bien d'accord. Comment cela se passe pour un salarié qui a plusieurs employeurs? Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Si je comprends bien, le médecin conseil ne peut se rapprocher de la médecine du travail sans l'accord du salarié. Donc, si le salarié refuse, il ne peut y avoir de suivi médical ou de retour pour l'employeur qui voit l'arrêt, notamment si l'AT peut durer. Alors, on a une grosse force de persuasion. On a moins de 0,1% de refus. C'est assez simple, on stoppe l'arrêt de travail s'il ne veut pas voir le médecin du travail. Donc, en général, ils n'ont pas vraiment le choix. Si l'adaptation de poste préconisée n'est pas possible, que se passe-t-il? Par exemple, quelqu'un qui ne peut plus marcher longtemps et qui ne peut plus rien faire sur le terrain, si l'entreprise ne propose pas de poste de bureau, comment doit-il se... Alors, si les aménagements de poste ne sont pas possibles et qu'on ne trouve vraiment pas de solution, on va être amené à prononcer une inaptitude au poste. Donc là, l'employeur doit rechercher un reclassement pour le salarié, mais s'il n'y a absolument pas de reclassement possible, on peut être amené à faire un licenciement pour inaptitude. D'accord. On arrive à la fin de la réunion, il est 14 h, on ne va pas prolonger. En tout cas, il y avait beaucoup de questions et nous vous en remercions. Merci beaucoup à nos experts d'avoir répondu précisément à toutes ces sur ce sujet. Merci à vous tous et puis donc à bientôt pour un nouveau webinaire. Bonne journée à tous.